Alors bonjour, bienvenue à ce sixième épisode de notre balado, L'état du monde, en ma compagnie Jocelyn Coulon. Jocelyn, comment vas-tu? Bonjour, très bien, très bien. Bon, ben aujourd'hui au menu, dans la première partie, on a deux thématiques. Moi, j'aimerais qu'on parle du cas Mélanie Joly comme ministre des Affaires étrangères. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Toi, tu voulais nous parler, il y a un 50e anniversaire Oui, du conflit à de la Chypre. question chypriote. Et puis Oui, on dans n'en la, parle pas beaucoup, mais c'est toujours là. ouais, puis dans la deuxième partie d'émission, ben, on a une entrevue de l'auteur Corim de la semaine, donc le professeur à l'École nationale d'administration publique, Stéphane Paquin, avec qui on va discuter des travaillistes en Grande-Bretagne, la politique en Grande-Bretagne, un peu de la politique étrangère britannique, un peu de l'avenir de la droite, du conservatisme. Donc une discussion qui va être passionnante. Mais ben alors, commençons tout d'abord avec le cas de la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, qui, au cours des derniers jours, a fait énormément parler d'elle. Donc, au cours des dernières heures, vous avez certainement entendu parler de l'expulsion de diplomates indiens qui auraient commis des crimes sous couvert de leur immunité diplomatique. Et il y a quelques heures à peine, donc on enregistre le mardi, donc il y a quelques heures à peine, Mélanie Joly, en entrevue publiquement, elle a dit qu'elle était absolument pas au courant de ce qui s'était passé, qu'elle avait été mise de côté de toutes les informations par rapport à ce type d'ingérence, d'activité de la part de diplomates indiens, ce qui nous force à nous poser des questions sur, d'abord, sur son honnêteté. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'effectivement, elle n'était pas au courant d'une question aussi importante qui affectait là, directement son ministère? Je veux dire, c'est difficilement compréhensible que ça puisse avoir été le cas, mais on lui donne le bénéfice du doute. Si ça a effectivement été le cas, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans le bureau du premier ministre? Qu'est-ce qui se passe avec Justin Trudeau et ses ministres qui conserveraient pour lui de l'information de la plus haute importance comme celle-là, qui refuseraient de la partager avec ses ministres responsables? Ça, je veux dire, ça dépasse l'entendement ici. Pour moi, c'est absolument incompréhensible, là. Puis vraiment, les Canadiens, je pense que ils ont déjà commencé à se poser des questions. Ils ont déjà tiré des conclusions. Je pense que les sondages pour les libéraux montrent bien qu'il y a clairement quelque chose qui cloche dans l'approche libérale. Mais là, on parle de crimes qui auraient été commis au Canada, alors que la ministre responsable aurait été tenu à l'écart de ces discussions-là. C'est vraiment problématique. Et puis, il semble aussi y avoir un pattern chez Mélanie Joly du je ne savais pas. Il y a quelques jours à peine, elle a découvert que son ministère avait acheté un condo à New York d'une valeur de 9 millions de dollars. Et puis sa réponse a encore été je ne le savais pas. Et puis les gens du ministère ont dit ben, on pensait pas que ça nécessitait l'approbation de la ministre pour faire un tel achat. Donc, et il y a vraiment quelque chose là, de vraiment phénoménal qui se passe là, à l'édifice Lester B. Pearson à Ottawa. Qu'une ministre soit coupée comme ça de la réalité de son ministère, de questions fondamentales qui ont rapport à l'ingérence étrangère. Je le dis, je me répète, pour moi, c'est absolument incompréhensible. Jocelyn, je te relance là-dessus. Ben, Je ne sais pas ce que tu écoute, penses, ce que tu as à dire sur le sujet. j'ai l'impression que tout ça découle finalement de la centralisation des décisions au bureau du premier ministre. C'est pas un phénomène nouveau, hein. Je pense que on est là-dedans depuis une quarantaine d'années. Euh, Encore une fois, le grand expert de l'administration publique à Ottawa, c'est Donald Savoie, qui a écrit plusieurs livres sur la gouvernance fédérale. Et je pense qu'il a été un des premiers à documenter comment, dès Pierre Elliott Trudeau, puis ensuite avec Mulroney et les autres,
les décisions sont de plus en plus centralisées au bureau du premier ministre, en particulier les décisions de politique étrangère, ce qui fait que le ministère des Affaires étrangères est devenu une boîte d'opérateurs. Ils mettent en ligne, ils mettent en œuvre les politiques qui sont développées au bureau du PM et qui sont évidemment imposées au ministère des Affaires étrangères. Je connais pas la relation entre le bureau du PM et les autres ministères. Peut-être que ça fonctionne sur le même principe, mais ça explique peut-être que la ministre n'ait pas été au courant de tous les aspects concernant l'ingérence étrangère. Je pense que sa déclaration portait là-dessus, c'est que on lui a demandé, face à toutes les révélations qu'on a pu entendre à la commission d'enquête sur l'ingérence étrangère, si elle était au courant. Et une de ses premières réponses a été de dire, j'ai appris en lisant le Globe and Mail que telle et telle chose était arrivée. Là, je parle pas de l'Inde, mais c'était, je crois, sur la Chine. Et donc, évidemment, ça soulève aussi la question de qui est informé au gouvernement par les services secrets et les services de renseignement. Et à mon avis, encore là, c'est centralisé au bureau du premier ministre. Les informations les plus confidentielles se retrouvent là, peut-être parce qu'on craint la fuite finalement, si on disperse l'information. Alors, Ça c'est reste ma quand première même, réaction. ouais, ça reste quand même une collaboratrice très poche, là, Mélanie Joly, quand Ah, même. c'est Du, sûr. qu'elle soit pas mis au courant. En fait, ça renvoie aussi l'impression que Justin Trudeau fait absolument. Ou en fait, les gens qui dirigent la barque à Ottawa, je pense que c'est plutôt Cathy Telford qui gère le pays en ce moment. Ça renvoie le message que même les collaborateurs les plus proches du premier ministre, on ne peut pas leur faire confiance. Mais Mais bon, ça, c'est à se demander si les ministres sont les plus proches collaborateurs du premier ministre. Je pense qu'on en a parlé il y a peut-être la semaine dernière, où on en parlera à un moment donné, de Marc Garneau et du fait je je voulais en venir là-dessus. il a été incapable de mettre en œuvre quelques idées lorsqu'il était au ministère des Affaires étrangères. Il a passé, je crois, 9 ou 10 mois comme ministre des Affaires étrangères. Et Alors, une rencontre où il n'y a même pas eu droit à une j'ai rencontre. pas l'impression qu'il y a eu une rencontre avec le premier ministre, ce qui rappelle mon expérience avec Stéphane Dion en Ouais. 2016-2017. Stéphane Dion a été ministre des Affaires étrangères pendant 14 mois et il n'a pas rencontré une seule fois le premier ministre pour discuter des politiques à mettre en œuvre sur la scène internationale. Je rappelle, pour mémoire, que toutes les semaines, le président français prend le petit déjeuner avec son ministre des Affaires étrangères pour faire le point sur les relations internationales de la France. Alors évidemment, on pourra dire que la France est une grande puissance qui a des intérêts sur les 5 continents, mais quand on est un membre du G7 comme le Canada, on s'attend à ce que le Il y a des ministre des rencontres Affaires régulières. étrangères, Ah oui. voilà, Ouais. d'autant plus que sous Harper, John Baird, son ministre des Affaires étrangères, le rencontrait très souvent, l'avait au téléphone, réglait des Ah oui. questions. Donc voilà. Alors qu'à l'époque de Dion, je me souviens, il y avait des questions qui étaient d'actualité, qui étaient très sensibles, en particulier la vente d'armes à À l'Arabie l'Arabie Saoudite, Saoudite. Donc, le ouais. fait, lorsqu'on fait ça, le fait qu'il n'a même pas été en mesure de s'entretenir avec le premier ministre sur cette question-là, parce que bon, je crois que tu avais contribué, je pense, en totalité ou en partie au développement du principe de la responsabilité. Comment est-ce que. La, conviction responsable, c'est ça? Oui, 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 c'est ça. Donc, À savoir qu'on a des convictions, puis on veut les mettre en œuvre, mais aussi on est responsable face à un monde qui est très difficile. Et donc, c'est ce que préconisait Stéphane Dion. Maintenant, au jour le jour, il fallait développer des éléments de politique étrangère qui avaient été inscrits dans la plateforme du parti et qui avaient aussi fait l'objet
du seul débat télévisé sur la politique étrangère de l'histoire des élections canadiennes. Et ça, c'était en septembre 2015, donc avant l'élection. Le Monk Center avait organisé ce débat télévisé entre les trois chefs de parti. C'était une première. Et là, les trois partis ont été en mesure de, de discuter de leur plateforme sur la politique étrangère. Donc, il y avait ici de la substance, mais on avait de la difficulté à la mettre en œuvre concrètement parce que le premier ministre parlait pas avec son ministre des Affaires étrangères. Ah oui. Puis l'autre chose aussi, un dernier point qui m'a fait sursauter sur le cas de Mélanie Joly, c'est toute la question des employés locaux de l'ambassade canadienne à Kiev au moment, en février 2022. L'information est sortie dans le courant de l'été 2022. Il y a un long article dans le National Post sur le sujet. Donc, euh, le ministère canadien des Affaires étrangères aurait été mis au courant par le biais des services secrets américains que la Russie avait une kill list, une liste d'individus à abattre, et parmi lesquels figuraient les employés ukrainiens qui œuvraient, qui travaillaient dans les ambassades occidentales. Et le Canada aurait été mis au courant qu'à peu près la cinquantaine d'employés ukrainiens qui travaillaient à son ambassade de Kiev étaient sur cette liste-là. Et l'information qui a circulé à l'époque, c'est que le ministère, les employés du ministère avaient reçu l'ordre de ne rien dire aux employés ukrainiens locaux de l'ambassade. Et ces employés-là l'ont appris par le biais de leurs collègues ukrainiens qui travaillaient à l'ambassade américaine. Et puis, lorsqu'ils ont appris ça, le ministère des Affaires étrangères aurait refusé de leur permettre de travailler à distance à partir d'un lieu sûr. Donc, par Mhm. exemple, à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, voire même aussi en Pologne. Et lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, les employés canadiens de l'ambassade ont foutu le camp en Pologne et ils ont laissé derrière eux les employés locaux qui ont été en mesure de quitter Kiev en faisant une campagne de financement populaire Ah oui. du crowdfunding. Et puis encore une fois, lorsque Mélanie Joly a été questionnée sur ces questions-là, sa réponse a été: je ne le savais pas. Ah bon. OK. J'étais pas au courant. Mais là, ça renvoie à une question beaucoup plus fondamentale ici, c'est que le ministère, c'est une question de vie ou de mort. Parce qu'on Ouais. s'entend à l'époque, lorsque les Russes ont envahi l'Ukraine, il n'y a pas beaucoup d'observateurs qui s'attendaient à ce que le régime ukrainien soit en mesure de faire face à, à- Ouais. à cette invasion-là. Donc, le risque était extrêmement grand que ces individus-là, si effectivement il y avait une kill list, ils avaient été capturés par l'armée russe, ces individus-là auraient été torturés et tués. Donc, Mhm. je veux dire, le fait que, encore une fois, s'il n'était pas au courant, ben, il y a un problème parce que le ministère ne lui soumet pas, ne lui transfère pas des informations fondamentales, Mhm. des questions de vie ou de mort. Et là, ça envoie aussi la question, qu'est-ce qu'elle fait là? Parce qu'on ne lui fait pas confiance, parce Mhm. qu'on la juge inapte à prendre les bonnes décisions, ou l'autre possibilité, c'est elle était effectivement au courant de cette histoire-là, puis elle a décidé de mentir aux Canadiens. Mais dans un cas comme dans l'autre, je pense qu'on peut s'entendre sur le fait, puis je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont être d'accord avec nous qu'elle soit membre du Conseil des ministres, euh, c'est euh, c'est hallucinant. Qu'elle soit ministre des Affaires étrangères, c'est encore plus hallucinant. Et je dirais même que le fait que son nom circule pour éventuellement prendre la tête du Parti libéral, là, je veux dire, on est dans un monde parallèle ici, là. Euh, bref, Voilà. je m'arrêterai là-dessus. Je vais laisser maintenant discuter de, 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 de Chypre, qui est Oui. une île dans la mer Méditerranée, qui est Oui. Oui. contestée par deux pays membres de l'OTAN, En plus, conflit gelé depuis une cinquantaine d'années, mais il y a encore des voilà. bleux qui sont déployés. Donc, vas-y. Alors, pourquoi je parle de Chypre? D'abord parce que ça fait 50 ans cette année que les Turcs ont envahi une partie de l'île de Chypre, en fait toute la partie nord, et continuent à occuper cette partie du nord. Et
que le conflit entre Chypre et la Turquie ressemble beaucoup au conflit entre l'Ukraine et la Russie sur certains aspects. Alors, toutes les situations ne sont pas les mêmes, mais il y a quand même des éléments intéressants. Donc voilà, en juillet-août 1974, la Turquie envahit le nord de Chypre et s'approprie environ 36% du territoire. Cette occupation, qui est déclarée illégale par l'ONU, dure toujours sans que l'on aperçoive le bout d'une solution. Alors un peu de contexte. En 1960, Chypre est un État composé d'une grande communauté chypriote grecque, à peu près 80% de la population, et d'une petite minorité de chypriotes turcs, environ 15 à 20% de la population. Elle accède, cette île, à l'indépendance grâce à un accord entre la Grande-Bretagne, qui est la puissance colonisatrice de l'île, la Grèce et la Turquie, qui ont évidemment des liens avec les deux communautés et qui, à travers cet accord sur l'indépendance, se portent garant de la sécurité des deux communautés. Donc l'accord permet à la Grèce ou à la Turquie d'intervenir militairement à Chypre si jamais une ou l'autre des communautés était menacée dans ses intérêts. La cohabitation entre les deux communautés a toujours été difficile parce que c'est une histoire, évidemment, on ne va pas la récapituler, elle s'étire sur des siècles. Donc, une communauté qui a toujours été, un pays, pardon, où les communautés ont toujours été en friction. Mais euh, c'est un pays qui était aussi sous surveillance, tant à travers l'accord sur l'indépendance que le fait que la Grèce et la Turquie, membres de l'OTAN, auraient pu s'affronter pour Chypre. Donc, on était toujours sur la corde raide, à savoir si jamais il y a des violences intercommunautaires, qu'est-ce qui va arriver entre les deux pays membres de l'OTAN qui sont capitales, euh, dont la position, pardonnez-moi, est capitale pour l'OTAN puisque c'est le flanc sud et que ça fait face à l'Union soviétique à l'époque. Donc, en 1961-62 éclatent les premières violences intercommunautaires. Et là, on commence à réfléchir à déployer soit une force de l'OTAN ou une force de l'ONU. On finira par s'entendre sur une force de l'ONU qui, en 1964, arrive sur place. Les Canadiens sont parmi les premiers à se déployer. On dit même que c'est le président Johnson qui aurait téléphoné à Lester B. Pearson pour lui dire d'envoyer un contingent de casques bleus sur place parce que lui, il ne pouvait pas faire ça parce qu'il ne voulait pas euh, que l'on pense que les États-Unis prenaient pour l'une ou l'autre des communautés et que cette participation canadienne, le fait que le Canada ait accédé à la demande du président Johnson aurait facilité l'accord sur l'installation d'une industrie automobile en Ontario. Alors, je ne sais pas si c'est une légende urbaine, mais en tout cas, les choses Euh, se sont bien déroulées ça, des c'est- deux côtés. Ça, c'était avant ou après que Johnson ait soulevé Pearson par le col. Puis ça vient plus tard. C'est pendant la guerre du Vietnam. Et parce qu'il ne faut pas oublier que Johnson prend le pouvoir à la fin 63 avec l'assassinat de Kennedy. Donc, je reviens à Chypre. Les premiers casques bleus arrivent en 1963. À l'époque, ils sont sur l'ensemble du territoire et non pas sur une ligne de démarcation. Malgré l'intervention de l'ONU, la situation dégénère en 1974 parce qu'il y a toujours eu sur l'île de Chypre un groupe nationaliste radical qui a réclamé l'intégration à la Grèce. Et donc en 1974, profitant aussi que à Athènes il y ait un régime de colonel, donc une dictature qui tente de consolider son pouvoir
dans une intervention étrangère. Donc, on profite de cette situation politique à Chypre pour provoquer un coup d'État contre le président de l'île de Chypre, qui est l'archevêque Makarios à cette époque, et qui, lui, évidemment, est en faveur de l'indépendance de son pays. Alors, les militaires et les nationalistes radicaux prennent le pouvoir à Chypre. Makarios s'enfuit à l'étranger, la junte s'installe et commence à réprimer les Chypriotes turcs, ce qui provoque immédiatement une première intervention de l'armée turque qui débarque dans le nord de l'île et qui s'empare d'à peu près 3-4% du territoire chypriote pour défendre la communauté chypriote turque. Ça, c'est euh, à la mi-juillet 1974. Le régime des colonels s'effondre en Grèce et par effet de tremblement de terre, si je peux me dire, le régime des militaires et des nationalistes radicaux à Chypre, lui aussi s'effondre. Et là, il y a un nouveau gouvernement à Chypre qui veut négocier avec les Turcs pour la réunification de l'île et puis revenir finalement au statu quo. Sauf que ces négociations-là vont échouer et la Turquie va procéder à une deuxième intervention militaire pour cette fois-ci s'emparer de 36% du territoire chypriote. Cette intervention va être condamnée par les Nations Unies parce qu'on fait la distinction entre la première intervention qui était autorisée par l'accord sur l'indépendance de Chypre, mais la deuxième intervention, selon les Nations Unies, ne se justifiait pas puisqu'on s'en allait vers un accord de paix, même si les négociations n'avaient pas fonctionné dans un premier temps. Alors, l'ONU exige le retrait des troupes turques en pilotant ces négociations-là, mais on se rend compte que la Turquie veut s'incruster et veut surtout s'emparer définitivement de ce bout de territoire turc. Et qu'est-ce que ça donne au final? Eh bien, d'abord, la Turquie viole la souveraineté d'un État. Chypre est un État reconnu sur la scène internationale. Il occupe illégalement une partie du territoire, et non seulement il l'occupe, mais en 1984, il décide de proclamer une république chypriote turque indépendante qui ne sera reconnue par aucun autre pays, sauf la Turquie. La Turquie a procédé à un nettoyage ethnique de la partie nord de Chypre en expulsant la population vers le sud. Et il y a eu aussi des échanges de population. Les Chypriotes grecs n'ont pas été plus tendres envers les Chypriotes turcs qui habitaient dans la partie sud de Chypre. Donc, mouvement de population, ce qui n'est pas euh, inconnu dans l'histoire entre la Grèce et la Turquie dans les années 20-30. On a procédé aussi à des mouvements de population. La Turquie a aussi fait disparaître 2000 Chypriotes grecs qui avaient été faits prisonniers et transportés en Turquie. On n'a jamais retrouvé trace de ces 2000 Chypriotes grecs. Et enfin, la Turquie a détruit des sites archéologiques et autres monuments du patrimoine. Et donc, ça tombe aussi sous les crimes, sous l'accusation de crimes de la part de la communauté internationale. Ce qui m'amène à dire qu'il y a quand même une comparaison à faire avec ce qui se Contemporain, hein? passe Oui. en Ukraine, la façon dont la Russie a justifié son intervention, en partie pour aller protéger la population russophone contre le génocide, soi-disant, de la part des Ukrainiens, la destruction de monuments et de sites ukrainiens, l'assassinat de personnes dans les territoires occupés par la Russie.
Mais il y a une différence entre les deux situations, et je termine là-dessus, c'est que la Turquie n'a jamais été punie pour avoir commis ces crimes et pour continuer à les commettre, puisqu'elle occupe toujours illégalement la partie nord. Pourquoi elle n'est pas euh, punie? Ben, d'abord parce que c'est un membre de l'OTAN. Deuxièmement, c'est qu'elle accueille des militaires américains, des bases Des bases militaires. américaines sur son territoire, mais plus sérieusement, elle accueille aussi des armes nucléaires américaines qui sont pointées sur la Russie. Donc, on pardonne à la Turquie comme on lui pardonne son ingérence en Irak, en Syrie, en Libye, ses agissements dans le Caucase contre l'Arménie en faveur On a de l'Azerbaïdjan on a le et pardon d'autres. facile, on a le pardon facile avec des gens qui peuvent nous rendre Ben, service. c'est nos amis. Alors, comme c'est nos amis, eh bien, on leur pardonne tout, mais on impose des sanctions à la Russie. Voilà. Donc, Il contribue je à. tenais Ouais, parce qu'il Je contribue tenais à parler à parler de cet exemple-là pour montrer qu'en relations internationales, n'est-ce pas, tout n'est jamais noir et blanc. On voit très bien comment on traite une situation et une autre qui pourtant se ressemblent Ah, beaucoup. puis je dirais là-dessus, même si Poutine, dans son discours de février 2007 à Munich, n'a pas fait explicitement référence à cette situation-là, mais tout son discours était sur le double discours de l'Occident. Voilà. Vous imposez certaines normes au reste de la planète et vous sanctionnez les pays qui violent ces règles-là. Mais vous, par Ouais, contre, vous vous permettez de violer les propres règles que vous édictez lorsque bon vous semble. Donc, dans les circonstances, comment voulez-vous qu'un pays comme nous puisse vous faire confiance, puisse espérer pouvoir vivre en paix, alors qu'à tout moment, vous pouvez décider de poser une action qui est en soi illégale, tout en sachant qu'il y aura pas de répercussions. ouais, Ou ouais. donc, c'est Ah, un on le exemple voit, inscrit dans c'est ça, le double discours occidental. le double discours, on le voit surtout sur la défense des droits humains. On n'arrête pas de donner des leçons à un tel ou à un tel sur la démocratie ou le respect des droits humains au Venezuela, disons. Mais on ne dit pas un mot de ce qui se passe en Arabie Saoudite. Et Ah ça me non, fait où penser des gens sont dissous dans des bacs d'acide. Bon, voilà. exécuter, il n'y a pas de démocratie en Arabie Saoudite, il n'y a pas d'élection surtout. Et ça me rappelle, et peut-être qu'on va conclure là-dessus, ça me rappelle la phrase du président Roosevelt à un de ses collaborateurs qui lui disait, pourquoi appuies-tu la dictature de la famille Somoza au Nicaragua? Et Roosevelt lui disait, je sais que c'est un salaud, mais c'est notre salaud. Donc, je pense que ça résume Ça résume bien un la peu. politique étrangère des États, que ce soit les États-Unis, la France, la Russie ou la Chine. Oh, c'est pareil. Voilà, Ah, c'est pareil, Les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts, puis des intérêts. si les intérêts les amènent à pactiser avec le diable, pourquoi pas? De toute façon, on se souviendra de la fameuse photo de Donald Rumsfeld avec Saddam Hussein dans les années Voilà, 20, hein? Ben, à l'époque, ouais. c'était notre Il ami. était bien utile, il Très était bien utile, utile. puis 10 ans plus tard, ben, c'est devenu un des pires salauds de la planète. Donc, Voilà, bon, ben écoute, merci, c'est très intéressant. Écoutez, sur ce, ben, restez avec nous. On va passer à la deuxième partie de l'émission, notre entrevue avec Stéphane Paquin sur la politique britannique. Alors, à tout de suite. Alors, nous sommes de retour pour cette deuxième partie. Donc, nous avons un invité qui va venir discuter de son texte publié hier sur le blog du Corim. Donc, nous sommes heureux d'avoir avec nous le professeur Stéphane Paquin de l'École nationale d'administration publique qui va discuter de son texte qui porte sur les travaillistes. Donc, il y a eu une élection en Grande-Bretagne il y a quelques semaines cet été, et puis il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Donc, son texte porte là-dessus. Et puis, donc, on va le laisser en parler environ 5 minutes, puis ensuite, moi et Jocelyn, ben, on va lui poser différentes questions sur la politique de l'Empire, politique britannique. Alors, Stéphane,
Ben écoutez, merci, merci de l'invitation. Écoutez, d'où vient l'idée de travailler sur le Parti travailliste en Grande-Bretagne, qui a gagné, comme vous le savez, les élections du 4 juillet dernier, là, et les médias en Grande-Bretagne, mais aussi à l'international, ont présenté cette victoire électorale comme un succès éclatant avec 410 sièges, 63% du total des sièges disponibles à la Chambre des communes britannique, ce qui est énorme. Donc, c'est un parti qui a une énorme majorité pour les prochaines années pour gouverner, 5 ans seulement après leur plus important revers électoral de l'histoire britannique aussi pour le Parti travailliste. Donc, et donc, depuis 1935, quand même, là, c'est quelque chose. Et après 14 ans de règne conservateur, donc je me suis posé la question, comment on fait lorsqu'on est un parti comme le Parti travailliste, qui se présente là, en ce moment plutôt comme étant un parti de centre-gauche, pour gagner des élections. Et donc, je me suis intéressé à toute la stratégie électorale, en fait. Comment on peut vendre la gauche aujourd'hui? Tu sais, est-ce qu'on a suivi le modèle Trudeau? Est-ce qu'on a suivi le modèle Tony Blair ou même le modèle Joe Biden aux États-Unis? Je cherchais à comprendre un peu les fondements. Et une des premières choses qui m'a marqué, c'est que la victoire est peut-être un peu moins convaincante que ce qu'on pense. C'est que dans le fond, c'est le régime électoral britannique où il y a une division du vote entre différentes forces. Là, vous le savez, là, il y a les travaillistes, il y a les conservateurs, il y a les libéraux démocrates, puis il y a aussi un nouveau parti qui s'appelle Reform UK de Nigel Farage, qui est allé aussi gruger une forte proportion des votes. Et donc, ça a fait augmenter les gains mécaniquement des travaillistes, alors que ces derniers n'avaient obtenu que 33,8 du vote, ce qui est donc à peu près le même pourcentage de vote que Justin Trudeau est allé à la dernière élection canadienne. Et donc, Trudeau, on le sait, est minoritaire. Bref, la victoire est peut-être un peu moins convaincante, un peu plus fragile au niveau de la plus populaire. Puis, si on regarde par rapport à l'élection précédente, qui était la pire en termes de résultats pour les travaillistes, c'est seulement 1,7 point de pourcentage de mieux. Alors, c'est des gains très modestes, en fait, que les travaillistes sont allés chercher par rapport à l'élection précédente. Alors, je cherchais à savoir comment un parti de gauche réussit à prendre le pouvoir après 14 ans de gouvernement conservateur. Est-ce que c'est tout simplement l'alternance? Est-ce que c'était l'épuisement face aux conservateurs qui, on le sait, ont été particulièrement critiqués par les experts, mais pas seulement. C'est vraiment, tu sais, Boris Johnson, on s'en rappelle tous à quel point c'était quelque chose d'assez affligeant. Alors là, est-ce que c'était un nouveau discours, une nouvelle façon de voir les choses? Euh, les spécialistes des élections britanniques et de Keir Starmer, le nouveau premier ministre, nous disent que c'est pas quelqu'un qui a une grande philosophie de gouvernance, c'est plus quelqu'un qui est pragmatique, c'est quelqu'un qui cherche à euh, euh, s'assurer que les politiques soient bien mises en place. C'est quelqu'un qui gets the boring stuff done. Alors, c'est quelqu'un qui se présente comme quelqu'un de drabe, mais qui va remettre de l'ordre et de la dignité dans la façon de gouverner en Grande-Bretagne. Et à partir d'un certain nombre de textes qui ont été écrits par Rachel Reeves, qui est maintenant la chancelière de l'Échiquier, ce qui est l'équivalent de la ministre des Finances, et de David Lammy, qui est maintenant le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, je suis arrivé à trouver une certaine cohérence dans la façon de présenter le programme travailliste qui est encore d'actualité. Alors, je dis ça parce que quand Starmer s'est présenté à la chefferie du parti, il a fait 10 pledges, 10 engagements pour le Parti travailliste, et ces 10 engagements ont pour l'essentiel été abandonnés pendant la campagne électorale. Et là, on est un peu dans un flou de gouvernance, mais en s'appuyant sur des textes assez longs, écrits par deux membres clés de son cabinet, on arrive à cerner la politique du gouvernement, et ça s'éloigne de façon assez importante de ce qu'on appelait le blairisme qui a fait le succès du Parti travailliste là, dans les années 90 sous Tony Blair. Donc, la première chose, c'est pour les travaillistes, de réaliser que le discours de centre-gauche, même plus à gauche que ça au Parti travailliste, s'éloigne de plus en plus de ce qui avait fait son succès dans le passé, c'est-à-dire le secteur working class, des travailleurs syndiqués autrefois. C'est important parce qu'en Grande-Bretagne, on est passé d'un taux de syndicalisation qui, dans les années 70, s'approchait des 55%,
Et aujourd'hui, ce taux-là a baissé à 22%. Même dans les années 90, quand Tony Blair a pris le pouvoir, le taux de syndicalisation était à 35%. Donc, même depuis les années 90, on a une désyndicalisation importante en Grande-Bretagne. Et un des effets électoraux de ça, c'est qu'une partie des travailleurs qui sont souvent dans le secteur industriel d'autrefois, qui étaient souvent des hommes blancs avec peu de qualifications, ces gens-là se sont sentis abandonnés par les partis de gauche et sont allés voter conservateur et même pour les partis qu'on va qualifier d'extrême droite pour simplifier, donc le parti de Nigel Farage. Ça, c'est le premier mouvement, c'est que Starmer veut redevenir le parti de ces travailleurs-là. Et une des choses qu'ils souhaitent faire, d'ailleurs, la législation a été déposée cette semaine en Grande-Bretagne, c'est de refaire une nouvelle législation de protection du droit des travailleurs pour revenir à un paradigme beaucoup plus pro-travailleur. Tony Blair avait dit il y a quelques années, dans les années 90, qu'il ne voulait pas changer les lois du travail en Grande-Bretagne, qui étaient particulièrement défavorables aux travailleurs. Ben, voilà, là, c'est le retour du balancier, le travail. On est en train de revenir avec un parti très axé sur la réforme du droit du travail. Je vais vous donner deux exemples. En Grande-Bretagne, ce qui a fait beaucoup scandale, puis là, je sais que je joue trop passe mon 5 minutes, mais n'hésitez pas à intervenir si je suis trop long. Euh, il y a une loi qui permettait de congédier les travailleurs et de les réembaucher le lendemain, de telle façon à leur faire perdre tous leurs avantages sociaux. Cette législation-là, par exemple, serait rendue impossible. On ne pourrait plus congédier des gens et les réembaucher pour leur faire perdre des droits collectifs. Il y a aussi un autre mécanisme en Grande-Bretagne qui s'appelle le contrat de travail 0 heure. Donc, on embauche des gens, ils sont officiellement travailleurs, mais ils n'ont pas d'heures de travail. C'est selon les besoins de l'entreprise et ça crée du travail extrêmement inconsistant. Et donc, ça aussi, ça va être Mhm. encadré. C'est pour donner deux exemples, mais aussi, Steimer veut donner des congés parentaux, veut donner un certain nombre de congés maladie payés à partir du premier jour de l'emploi. Et alors, tu sais, donc, dans le fond, le droit britannique est très en retard sur ce qu'on connaît au Canada, puis les Britanniques veulent se rapprocher de nous. Deuxième pilier, c'est dans le fait, là, puis Rachel Reeve appelle ça le Securonomics, mais ça veut dire, dans le fond, c'est du Bidenomics appliqué au cas de la Grande-Bretagne. Les mauvaises langues vont dire c'est du Bidenomics sans l'argent, parce que Joe Biden a quand même eu un budget de plus de 400 milliards de dollars pour faire ses politiques de rapatriement de la production, notamment dans le secteur des semi-conducteurs, alors que les Britanniques ont seulement mis sur la table 22 milliards de pounds, ce qui est considérablement moins. Mais l'idée de base, c'est euh, de reconnaître qu'on vit dans un monde plus dangereux qu'autrefois, que d'avoir une foi envers le libre-échange très, très forte, comme ce qui était le cas des années Tony Blair, où on épousait la mondialisation du libre-échange. Là, on met un oui, mais on veut sécuriser les chaînes de valeur. On veut s'assurer aussi que l'économie profite aux travailleurs. Donc, on revient avec un rôle plus interventionniste. Cela dit, il ne faut pas penser que ça implique un retour aux façons de faire des années 70. La Securonomics est fiscalement prudente et c'est ça qui affecte beaucoup le gouvernement actuel. C'est un pays qui veut équilibrer les dépenses publiques, qui ne remet pas en question la politique monétaire de la Banque centrale britannique. Et ce que ça a pour effet, et qui refuse l'endettement massif comme le fait le gouvernement Trudeau. Et ce que ça a pour effet, c'est que depuis la prise du pouvoir, on a découvert un déficit plus important que prévu et les coupures qui sont annoncées dans le prochain budget sont extrêmement importantes. Et c'est une des raisons pour laquelle le parti a perdu beaucoup d'appui dans l'opinion publique. Et le dernier pilier, c'est la politique étrangère du pays. C'est le ministre des Affaires étrangères qui a écrit un texte dans la revue American Foreign Affairs où il appelle ça la nouvelle doctrine du réalisme progressif, progressive realism. Donc, l'idée du réalisme progressiste, de ne, c'est de bon, c'est le réalisme en relations internationales, là, c'est penser qu'on vit dans un monde où il y a des puissances qui s'entrechoquent. Lui, il dit on doit utiliser la puissance britannique pour faire avancer les valeurs comme l'État de droit, la promotion de la démocratie, la lutte au changement climatique, etc. Donc, il souhaite utiliser les leviers de la puissance britannique pour des causes libérales, dans le fond, si on peut l'expliquer comme ça. Bon, cette position-là est facile à exposer, mais elle va être plus difficile à appliquer dans les relations entre la Grande-Bretagne et la Chine, la Russie, par exemple.
Le positionnement des Britanniques dans le conflit israélo-palestinien peut être aussi extrêmement complexe dans ces circonstances-là. Mais ce qu'a explicitement mis de l'avant le gouvernement britannique depuis son élection, c'est de chercher à conclure un nouvel accord avec l'Union européenne, un accord qui serait très vaste. Ça ne signifie pas un retour des Britanniques dans l'Union européenne. Le Brexit est quelque chose du passé et accepté. On ne revient pas sur le passé, mais l'idée de base, c'est de faire un nouveau pacte qui toucherait l'immigration, donc qui concernerait la libre circulation des travailleurs, qui concernerait la lutte au changement climatique, l'approvisionnement en minerais critiques, par exemple, donc pour s'assurer de la sécurisation des chaînes de valeur, notamment dans le secteur de l'automobile, le cobalt, par exemple. Alors, les Britanniques ont commencé à faire des efforts. On sent une ouverture de la part des Allemands, mais aucune ouverture de la part des Français. Alors, ça serait peut-être un peu plus difficile. Puis finalement, le dernier point de la nouvelle politique étrangère, c'est de renforcer les liens avec les pays qui font l'alliance AUKUS en Indo-Pacifique. Donc, le Securonomics a un prolongement international dans les relations internationales. Voilà. Et merci. Euh, C'était très intéressant. Écoute, moi, j'ai une question parce que je m'étais prononcé cet été sur cet aspect-là qui est un petit peu passé sous silence lors des dernières élections britanniques. Tu l'as bien dit, le succès des travaillistes, c'est en grande partie attribuable au système uninominal à un tour. Mais lorsqu'on regarde le détail, surtout de certaines circonscriptions comme Birmingham, si ma mémoire est bonne, le principal ennemi du Parti travailliste, son principal adversaire, ça n'a pas été les conservateurs, les libéraux démocrates ou même les gens du Reform de Nigel Farage. Ça a été des candidats indépendants qui, dans beaucoup de situations, beaucoup de circonscriptions, ont réussi à se classer en deuxième position. Puis ils ont fait même, il y a cinq, je crois qu'il y a cinq candidats indépendants qui ont réussi à se faire élire. Donc, dans le système uninominal à un tour, qu'il y en ait un seul, c'est anecdotique, c'est très rare, mais qu'il y en ait cinq, c'est extraordinaire. Et ces candidats-là, pour la plupart, ils en avaient contre la position des travaillistes sur le conflit israélo-palestinien. Donc, ce qui a montré que ben, la population palestinienne, musulmane de Grande-Bretagne a eu tendance à appuyer massivement ces individus-là. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas le risque pour les travaillistes d'avoir peut-être perdu de façon irréversible ce vote-là, qui pourrait peut-être éventuellement se cristalliser, sait-on jamais, autour de leur propre parti politique? Écoute, c'est tout à fait possible parce que euh, là, on va peut-être l'adresser tout à l'heure, mais un des impacts qu'on a, c'est l'élection a tout juste 3 mois à peu près, 3 mois et une semaine. Puis le taux d'approbation dans les sondages du gouvernement s'est effondré, littéralement. Alors, pour le dire simplement, le premier ministre a vu son taux d'approbation perdre 45 points dans les sondages. C'est inédit dans l'histoire du gouvernement britannique. Et donc, il n'y a pas de lune de miel. Et ce qui veut dire que chacune des décisions a tendance à être surcritiquée par les journaux, surtout les journaux conservateurs, mais pas seulement. On sent même chez les journaux traditionnellement de gauche, comme par exemple les gens qui travaillent pour le quotidien Le Guardian, beaucoup de critiques sur la façon de gérer le gouvernement. Pour le dire plus simplement, le premier ministre actuellement est moins populaire que M. Sunak à la fin de son mandat. Donc, c'est pour dire, en 3 mois, dans les sondages, les travaillistes ont perdu 6 points, ce qui les met à peu près à 28 alors que les conservateurs ont pris 4 points et le parti de Farage a pris 5 points. Alors, on voit que les taux d'approbation sont très faibles dans un système comme celui-là qui n'a pas une tradition de gouverner avec plusieurs coalitions politiques, plusieurs formations politiques. Ça peut être un enjeu important. Et les critiques sont tellement fortes que le premier ministre a choisi de changer sa directrice de cabinet après seulement 3 mois d'exercice du pouvoir. La directrice du cabinet qui était celle qui avait été responsable de l'élection, mais aussi de la construction du programme. Donc, on voit que la crise est très forte. Alors, tu sais, on peut se poser la question, qu'est-ce qui explique qu'en 3 mois, il ait perdu autant d'appui? Puis est-ce que c'est un mouvement brusque, puis ça pourrait se stabiliser après? Alors, il y a beaucoup de gens qui nous laissent penser que
ça pourrait rester très difficile. Parce que certains ont dit, ouais, c'est peut-être à cause des émeutes, dans le fond, la gestion des émeutes cet été. Alors, pour rappel, là, parce que c'était pendant les vacances, euh, il y a trois jeunes filles qui ont été assassinées par un jeune garçon de 17 ans cet été. Puis assez rapidement, il y a trois jeunes filles et sept autres personnes ont été poignardées dans un camp musical. Bon, cet été, c'était extrêmement violent. Comme le meurtrier avait 17 ans, la justice britannique ne peut pas divulguer son identité, puis ça a ouvert la voie à toutes sortes de rumeurs. Mhm. Notamment, les médias sociaux ont accusé Les les migrants. réfugiés. Et plus spécifiquement des réfugiés, il y a par exemple, il y a eu des émeutes dans plusieurs villes, dont Manchester, Bristol, Bolton, même à Londres. Et les gens ont, dans certains cas, ont assiégé des hôtels où on logeait les réfugiés en attendant leur... Bon, on voyait un peu le niveau d'intensité. Il y a eu 500 arrestations, 150 inculpés. Évidemment, il y a un côté très lié à l'islamophobie tu sais, ce sont beaucoup des partisans de l'extrême droite un peu violentes avec beaucoup de gens avaient des drapeaux nazis, par exemple, dans les démonstrations. Alors, pendant tout ce moment, euh, le premier ministre était plus dans son élément parce que c'est un ancien procureur. Il était capable d'adopter des mesures plus sévères, des mesures d'urgence, et sa popularité a augmenté de 6 points. Alors, c'est pas cet événement-là en soi qui a plombé le gouvernement. C'est deux choses qui ont plombé le gouvernement. Le premier, c'est qu'il y a toute une série de cadeaux qui s'est fait donner personnellement, mais aussi sa femme. Dans son cas à lui, le premier ministre Steimer, ces cadeaux-là ont été déclarés au comité d'éthique de la Chambre des communes, mais c'est quand même des cadeaux qui se chiffraient à plusieurs milliers de dollars. Les cadeaux qui ont été offerts à sa conjointe, notamment des vêtements, n'ont pas été déclarés. Bon, bref, il y a un enjeu éthique là, qui a été un petit peu... C'est et clair. ajouter à ça le fait que la ministre des Finances a découvert que l'état des finances publiques était moins bien, les finances britanniques se portaient très mal et elle a annoncé un budget d'austérité très important. Tu sais, je sais qu'au Québec, on écoute plus les médias français, mais ça ressemble à ce qui se passe en France avec le budget Barnier, là. Mhm. C'est des milliards et des milliards de coupures et probablement de la taxation additionnelle. Et dans les choix qui ont été faits de Rachel Reeves pour régler la situation qui a été annoncée, c'est la coupure notamment du crédit qui permet aux personnes retraitées de payer la facture de gaz. Bon, juste à l'arrivée de l'automne, disons que la mesure a été extrêmement mal. Tu sais, il y a plusieurs autres mesures comme ça, notamment plafonner les allocations familiales à deux enfants. Bon, il y a toutes sortes de petites mesures qui s'éloignaient avec l'idéal travailliste. Donc, Starmer, son éthique euh, personnel est affecté. Puis après ça, ses choix de politique semblent en dissonance avec le fait qu'on a voté un gouvernement qui devait faire une rupture avec les conservateurs. Et on s'explique en partie l'effondrement. Rachel, la ministre des Finances, a perdu elle aussi 35 points d'appui dans les sondages. On sait que la relation elle, devient de plus en plus difficile entre le premier ministre et ses ministres. Alors imaginez, même s'il y a une énorme victoire électorale avec 63 des sièges, pour les raisons que vous avez nommées, l'appui des communautés musulmanes sont fragiles. La position que le gouvernement prend sur les enjeux internationaux sont difficiles. Un dernier exemple, euh, Starmer avait promis de se comporter de façon plus digne et humaine envers toute la question de l'immigration. Puis un de ses premiers voyages à l'étranger a été d'aller en Italie rencontrer la première ministre italienne, qui elle-même a une politique très dure. Il a encensé sa politique, ce qui vient créer une certaine dissonance dans la Ouais. façon. Bref, il y a toutes sortes Est-ce de que, choses qui nous indiquent que ça va pas très bien. est-ce que le fait que Starmer ait perdu 45 points, que le Parti travailliste est en chute dans les sondages, c'est pas aussi un phénomène très occidental? C'est-à-dire que les électorats sont de plus en plus volatiles, en colère, ils cherchent quelque chose qu'ils ne trouvent pas finalement, ou qu'on Mhm. on est incapable de leur offrir. Peut-être qu'ils sont impatients de voir des résultats concrets. Ouais. Évidemment, là, je te demande une réflexion Euh, plus philosophique sur la démocratie en Occident, mais ça semble être ça finalement. Ben, ça rappelle un petit peu la situation en France aussi, hein. On se Oui, souviendra, oui, lorsque François Hollande a été élu président, la lune de miel a pas duré longtemps. La même chose aussi pour Emmanuel Macron. Donc, c'est ça, c'est comme si les électorats occidentaux avaient plus aucune fidélité envers les partis. Donc, voilà. souvent, ils pardonnent absolument pas
les moindres faux pas. Et puis, Ouais. Mm. Ben, ils n'hésitent pas à sanctionner extrêmement fortement les gens qui, quelques semaines auparavant, ont appuyé presque les yeux fermés. mm, C'est important comme question parce que si je compare avec les cas des années 90, prenez les années Tony Blair, par exemple. Tony ouais, Blair est arrivé dans les premières années après son élection, il y a eu un agenda aussi on va l'appeler d'austérité, là, de révision des dépenses, de coupure. Après, quelques années plus tard, il y a eu des réinvestissements massifs, notamment en santé et en éducation. Mais les premières années ont été difficiles. Et malgré ça, il a été très populaire, il a été réélu. ouais. Tu sais, il est plutôt tombé sur un scandale lié à la politique étrangère en Irak, mais je prends la même période en Suède. Le gouvernement de Göran Peterson gagne le pouvoir première moitié des années 90. Il a lui aussi été réélu. Puis après, le Parti socialiste, social-démocrate, a été élu 2 tours avant de perdre en 2006. Donc, malgré un agenda dur, tu sais, on va équilibrer les finances publiques, un peu comme Lucien Bouchard l'avait fait aussi au Québec, il réussissait à se faire réélire. Là, alors que là, même après seulement 3 mois, l'élan est coupé complètement. Ça va être Mhm, extrêmement difficile de. Tu sais, ben, évidemment, ils ont la majorité en Chambre, ils vont être capables de faire énormément de choses, mais si le premier ministre se soucie beaucoup de sa réélection ou de sa popularité, euh, ça risque d'être extrêmement difficile pour lui de gouverner. mhm, Et donc, ça appuie la question. Alors, même chose pour Biden. Biden a fait un agenda législatif qui ressemblait beaucoup à ce que Starmer veut mettre en place, avec des réinvestissements massifs qui touchent notamment les travailleurs dans le secteur industriel, les fameux emplois syndiqués. Euh, et malgré ça, son taux d'impopularité est très élevé. Puis ses chances, tu mhm, sais, aujourd'hui, là, pendant qu'on se parle, on est encore pendant la campagne électorale, mais les chances que Donald Trump prenne le pouvoir sont à peu près à 50%. En mhm, fait, c'est un coup de dé là, en ce moment, le résultat de l'élection. Alors, tout ça pour dire que oui, effectivement, c'est extrêmement difficile. Il y a un éclatement aussi du système partisan qui rend difficile de centraliser le message, parce que là, il y a beaucoup de petits partis qui bourgeonnent puis qui ont des messages peut-être un peu plus idéalistes par rapport à certaines réalités, ce qui fait que c'est très difficile ouais, à gouverner de nos jours. mhm, Puis si on va de l'autre côté du spectre, je t'en ai pas discuté, mais la droite, la droite, là, on peut se poser la question, c'est quoi l'avenir de la droite, du conservatisme en Grande-Bretagne? Ben, historiquement, ben, ça a toujours été les Tories qui ont eu l'hégémonie sur le contrôle du conservatisme de la droite, mais là, on a vu l'émergence de Nigel Farage, qui est un politicien extrêmement charismatique, extrêmement habile, qui est en mesure de faire élire une poignée de députés, même si en termes de pourcentage, son parti a eu quoi? Autour de 14%. 14%, donc c'est quand même assez significatif. Et puis c'est très intéressant parce que si vous avez l'occasion, juste ça pour les auditeurs, de suivre un petit peu un ancien ministre député conservateur, Jacob Rees-Mogg, qui a été défait aux élections, il se prononce énormément là-dessus, puis on mhm, sent peut-être qu'éventuellement il va adhérer au reform de Farage. Donc la question ici, c'est, il semble y avoir une lutte à mort entre ces deux partis-là pour reprendre le contrôle de la droite, du conservatisme en Grande-Bretagne. Euh, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Parce que, inévitablement, Rishi Sunak a annoncé qu'il allait quitter la direction du parti au moment où le parti allait choisir un successeur. Donc, il y a un vide ici à la tête des Tories, alors que Farage, lui, est très bien installé à la tête de son parti. Donc, je pense peut-être un peu ici de politique fiction, mais à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre jusqu'aux prochaines élections britanniques du côté de la droite politique? Oui. La revue britannique The Economist faisait un article cette semaine justement où il disait que l'effondrement des travaillistes dans les sondages leur ouvrait une opportunité qu'ils ne pensaient pas atteignable cet été. C'est un parti qui était en ruine. C'est un parti qui avait obtenu seulement 26% dans les sondages, qui étaient vraiment très faibles. Excusez-moi, 22% dans les sondages qui étaient vraiment très faibles. Puis là, on est en train de relancer la machine à la chefferie. Puis on sait que dans 4 ans, un peu moins de 4 ans, on pourrait être capable de reprendre le pouvoir, ce qui va leur donner un dynamisme et une mobilisation qui aurait peut-être été difficile si on avait pensé que les travaillistes allaient faire 2 mandats comme d'habitude. C'est un peu plus difficile à. Et donc, il y a une ouverture pour les travaillistes. Mais là, effectivement, eux, ils sont d'un côté, ils ont une pression très forte du parti de Nigel Farage qui a un discours anti-immigration bien structuré. Et quand on regarde par enjeu, l'immigration en Grande-Bretagne est un des enjeux qui fait le plus parler
les Britanniques ou qui est le plus important pour les Britanniques. Le second, c'est l'état de l'économie, puis le troisième, c'est l'état du système de santé. On voit que l'immigration prend énormément de place. Donc, comment est-ce que les conservateurs vont réussir à œuvrer dans... Typiquement, ça peut être vu, les conservateurs, comme le parti d'économie. C'est souvent le cas dans la population. Ça leur donne des avantages. Sur la question de la santé, c'est plutôt les travaillistes. Puis sur la question de l'immigration, ben là, ils ont un nouveau concurrent. Alors, moi, je les vois dériver vers la droite. En France, c'est une tendance qui est assez présente partout, tu sais, même au Canada, aux États-Unis, Mm. en France. Tu sais, la question de l'immigration devient extrêmement centrale, au grand désespoir des libéraux, dirons-nous, là, mais Mhm. ça devient extrêmement central. Ouais. Ouais. Pas Je tellement que, poserais, bon, rapidement, ce qu'on voit en France, les déclarations des nouveaux ministres de Michel Barnier sur l'immigration, tu sais, à quelque part, on a l'impression que dans les faits, c'est le discours du Rassemblement national, là, tant sur la forme que sur le fond, là. Donc, il y a eu cette évolution-là de la droite plus traditionnelle qui a réalisé que pour survivre, inévitablement, ils avaient un peu l'obligation d'aller jouer dans les pâturages des partis plus à droite qu'eux. Jocelyn, désolé de t'avoir coupé. je poserais une question sur la politique étrangère. Alors, si je comprends bien, le nouveau ministre des Affaires étrangères veut mettre l'accent, en partie en tout cas, sur la promotion des droits humains, la démocratie, l'ouverture finalement. Mais est-ce qu'il va pas se frapper un mur face à un monde de plus en plus dur, bien sûr, où on ne parle plus de ces questions-là et surtout où on n'accepte plus de se faire donner des leçons de morale par le monde occidental. Et Mhm. on a parfois l'impression que les Occidentaux se parlent entre eux, sont dans une chambre d'écho Mhm. et le reste du monde file vers autre chose. Et donc, cet aspect de la politique étrangère britannique risque de tout simplement passer par perte. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu sais, la politique est énoncée, c'est d'utiliser la puissance britannique pour faire avancer les causes progressistes comme l'État de droit, promotion de la démocratie, droit de la personne, changement climatique. Alors, on fait ça avec qui exactement? Bon, ça ne sera pas avec les États-Unis. On peut difficilement jouer de puissance avec les États-Unis, OK. Les Russes, ça serait surprenant que ça Oui, fonctionne. La Chine, non. L'Inde, pas vraiment. Alors, après ça, on parle de qui? Donc, les pays qui forment les anciennes colonies ou les pays du Commonwealth? Alors, là, effectivement, il y a beaucoup de gens qui vont dire, là, c'est du néocolonialisme, faites attention à ce que vous faites, arrêtez d'ingérer dans vos politiques. Donc, ça dépend évidemment comment ils le font, mais menacer avec l'utilisation de la puissance britannique des pays, bref, je demande à voir comment dans l'application, ça va se faire. Je comprends que le discours va changer, je comprends qu'on va essayer de faire preuve d'une certaine ouverture, mais la promotion de toutes ces questions-là, comme tu dis, Jocelyn, ça crée un ressac qui est extrêmement important. C'est vu comme du néo-impérialisme, etc. Fait que j'ai hâte de voir. Pour l'instant, en 3 mois, la principales actions qui ont été mises sur pied qui sont lisibles, là, c'est d'essayer de se rapprocher de l'Union européenne, considérant mm, l'impact que ça a eu sur l'économie de la Grande-Bretagne, notamment du point de vue des exportations. Il y a déjà eu des visites qui ont été faites bilatérales à Paris, en Allemagne et aussi en Italie. Puis l'objectif, c'est de faire un nouvel accord. Puis déjà là, on sent que les Français ne sont pas du tout d'accord avec l'idée de récompenser, je simplifie un peu, mais ouais, récompenser les Britanniques pour être sortis de l'Union européenne. Là. Il y a une plus grande ouverture du côté du gouvernement allemand. Mais la capacité de négocier un grand accord vaste qui inclurait la mobilité des personnes, qui inclurait des mesures de protection pour les changements climatiques et qui sécuriserait les approvisionnements pour la Grande-Bretagne avec l'aide de l'Union européenne, je le vois même comme un aveu de faiblesse, dans le fond. Ils ont besoin de mhm, l'Union européenne pour atteindre certains objectifs de politique étrangère. Alors, autrement dit, c'est pas gagné la politique étrangère. Je trouve que ça s'énonce bien, ça a l'air pragmatique pour un parti de centre-gauche, mais ouais. dans la pratique, l'application là, va être extrêmement difficile.
Ben, Ouais. c'est comme si la promotion de ces valeurs-là, c'était pas nécessairement pour convaincre d'autres pays, mais c'était simplement pour convaincre l'électorat plus Voilà. traditionnel de Plus la gauche, centriste. Ouais. Ben oui, centriste. Mais au final, ça pourrait avoir comme impact de marginaliser la Grande-Bretagne, comme ce même discours-là a contribué à marginaliser aussi le Canada sur la scène internationale. Et puis, il y a toute la question aussi d'Israël, hein, comme je disais, tellement de candidats indépendants qui soit se sont fait élire ou qui ont réussi à chauffer très fortement les travaillistes. Il y a aussi cet absolument. aspect-là qui pourrait être très explosif sur le plan domestique, sur le plan électoral pour les travaillistes, si, dans le cadre de ce conflit-là, ils prennent une position qui serait jugée négative par ces individus-là qui, il y a 3 mois, ont chauffé les travaillistes. Ah, absolument. Absolument. Puis après ça, tu sais, je disais, c'est qu'ils ont énoncé cette politique-là. Ils ont fait une rupture par rapport aux politiques très idéalistes, très à gauche du prédécesseur de M. Steimer. Ils ont voulu se recentrer, mais est-ce qu'ils le faisaient pas dans le fond pour convaincre les Britanniques qui ne seront pas si différents des conservateurs que ça en matière de politique Mhm. internationale, sur la question de Mhm. l'Ukraine, par exemple? J'ai l'impression que c'est un recentrage justement pour neutraliser en grande partie l'impact que l'aspect trop naïf de la politique étrangère qui avait été énoncé par les prédécesseurs, le Corbyn, Ouais. avant Stein. En Il particulier, y oui. a un Mhm. des 5 qui a réussi candidat indépendant, qui a réussi à se faire Ça élire serait- dans sa ouais, circonscription ouais. londonienne, ouais. Puis, Bon, la Ben dernière voilà. intervention, si vous me permettez de conclure, Oui, oui. une minute, la question qu'on se pose, là, est-ce que c'est susceptible de fonctionner, la politique qui veut réindustrialiser, qui veut redonner des emplois à l'extérieur des grands centres, aux gens sans qualification universitaire, etc. Ben, le problème, c'est que ça prend énormément de temps. Même Joe Biden, après 4 ans, n'a pas réussi à capitaliser là-dessus. Ouais. Et ça se peut que ça soit si long que, dans le fond, ça sera pas les travailleurs. Si ça fonctionne, ça sera pas les travailleurs qui vont en bénéficier. Et je dis si ça fonctionne parce qu'on sait que rapatrier ou créer des emplois industriels dans les pays développés, ce sont typiquement des emplois qui sont robotisés et qui ne nécessitent pas de main-d'œuvre importante. Et c'est aussi des emplois qui nécessitent rarement de la main-d'œuvre pas qualifiée. Et donc, ça me semble, moi, personnellement, très difficile d'imaginer qu'il pourrait y avoir un renversement de situation puis que les travailleurs syndiqués d'autrefois qui votaient à gauche vont réémerger dans les régions à l'extérieur des grands centres. Ça me semble, ça, je veux pas apparaître trop pessimiste, là, c'est pas dans ma nature, mais ça me semble un peu naïf. ouais. Ben merci. Ben oui, merci. Ben écoutez, ben c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié les thématiques qu'on a discutées cette semaine. Donc, ben écoutez, sur ce, on vous dit au revoir et puis c'est un rendez-vous pour la semaine prochaine. Puis évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à le petit pouce en l'air, puis à partager les vidéos sur YouTube, sur les plateformes habituelles, sur Spotify, sur X. C'est très important pour nourrir notre algorithme. Alors, on vous souhaite une bonne fin de journée, puis on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.